Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous regardez La Santé Surtout, l'émission qui répond à toutes vos questions santé. Et j'accueille sans plus attendre nos spécialistes. Docteur Christine Louis-Sylvestre, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue, responsable du pôle mère-enfant à l'Institut Montsouris à Paris. Tout à fait. Professeur Jean-Jacques Mourad est avec nous également. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est votre première avec nous. Oui. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Croisons les doigts. Chef de service de médecine interne à l'hôpital franco-britannique à Levallois-Perret. Et avec nous, le retour du docteur Firob. Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Je commençais à m'ennuyer un petit peu, donc j'ai sollicité la permission de revenir. Eh ben, vous êtes le bienvenu, médecin urgentiste à l'hôpital Foch à Suresnes, je le rappelle. Pour nous écrire et envoyer toutes vos questions à nos médecins, eh ben, c'est très simple, maquestion@lasantésurtout.com. Et on commence avec une question autour de l'hypertension. Un Français sur 3 est concerné, un adulte sur 3. Eh ben, c'est justement cette question, elle est pour vous. Sophie, 35 ans de La Rochelle. J'ai lu que 40% des hypertendus s'ignoraient. Comment ça se fait? N'y a-t-il pas de symptômes? Tout à fait. On a 17 millions d'hypertendus en France, estimés, 30% de la population adulte. C'est et énorme. aux dernières nouvelles, aujourd'hui, ce matin, 12 millions de Français ont pris un traitement et donc ont été a priori dépistés, diagnostiqués et traités. Où sont les 5 ou 6 millions les autres? Il y a probablement deux raisons à cette défaillance du dépistage en France. D'abord, effectivement, en général, la maladie est totalement silencieuse. On l'appelait dans les années 60 le tueur silencieux. Et c'est souvent la première maladie des Français. Donc un individu qui n'a aucune raison d'aller chez son médecin parce qu'il se sent bien, jeune et en pleine santé, n'a aucune raison d'aller chez son médecin qui, accessoirement, va mesurer sa pression artérielle. Et le deuxième problème est le problème, bien entendu, du dépistage, puisqu'il faut aujourd'hui, pour contourner cette faillite du dépistage, qui est généralement faite en médecine du travail ou en médecine générale, c'est de démédicaliser la mesure de la pression artérielle. Aujourd'hui, on a des outils tout à fait fiables, qui sont des appareils qu'on appelle des appareils d'automesure tensionnelle, qui coûtent pas grand-chose, qui sont un magnifique cadeau, ou sur Internet, des sites, etc., qui coûtent une trentaine d'euros. C'est une bonne idée cadeau, c'est vrai. C'est fête des pères, fête des mères, Saint-Valentin, Noël, quand vous n'avez pas d'idée. Et aujourd'hui, le message fort, c'est qu'il faut tout à fait démédicaliser ça et rendre cette mesure de la pression aussi naturelle que se peser sur son pèse-personne. Et aujourd'hui, c'est la seule manière, parce que s'il faut attendre de voir un médecin pour se mesurer la pression artérielle et se faire dépister, on va rater tous ces patients, tous ces sujets en bonne santé apparente, qui n'ont aucun symptôme et qui ne se mesurent pas et qui sont aujourd'hui estimés à 4 millions de Français. La mesure n'a pas dépassé, justement, quand on prend notre tension, c'est quoi? Alors, au repos, dans des conditions rigoureuses de mesure de la pression artérielle à la maison, il faut le faire selon un protocole qu'Amélie, la Sécurité sociale, a récemment rappelé à tous les Français à travers une grande campagne en mai dernier, que je vous recommande d'aller regarder. C'est une moyenne de 18 mesures qui serait en dessous de 135 pour le premier chiffre, 13,5, ou 85 pour le second, 8,5. Mais au cabinet médical, c'est un peu plus fort. Et là, le diagnostic d'hypertension artérielle au cabinet historique, c'est le fameux 14,9 qu'on garde en tête. Et c'est le fameux syndrome de la blouse blanche, en fait. On voit un médecin et tout de suite, ça grimpe. Ouais. Et alors, si vous en avez 3, c'est encore plus élevé. Très bien, on va continuer de parler hypertension avec vous tout au long de cette émission. Et déjà une première question du docteur Firob. Il pourrait faire l'émission à lui tout seul, même sur l'hypertension, tellement il y a de choses à dire. C'est vrai, vous êtes passionnant et c'est vraiment votre sujet, quoi. C'est super. C'est un sujet de masse. Aujourd'hui, on sait que si on fait un peu mieux sur l'hypertension, on est capable de modifier l'espérance de vie des Français, puisque ça impacte un tiers de la population. Très bien. Une autre question maintenant pour vous, docteur Christine Louis-Sylvestre. Léa, 25 ans de Strasbourg. Je suis en situation de handicap moteur et j'envisage d'avoir un enfant. Comment se passe l'accouchement dans mon cas ? Alors pour un accouchement, il y a plusieurs choses qu'il va falloir considérer. Déjà, un accouchement, c'est un peu une épreuve sportive. Disons que c'est un petit trail. Donc il faut déjà avoir un cœur et des poumons qui fonctionnent bien parce qu'il va y avoir un véritable effort physique à fournir. Ensuite, il va falloir que l'enfant puisse passer par le bassin. Et donc il y a certains handicaps qui modifient la croissance osseuse et qui vont faire que le bassin va avoir une forme inadaptée pour laisser passer un petit. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit avec la sage-femme et avec le gynéco qui, en cours de grossesse, en examinant le bassin, va pouvoir donner une orientation. Et enfin, la dernière chose
que les femmes peuvent éventuellement avoir en tête, c'est est-ce que je vais pouvoir être installée en position d'accouchement. Alors là, il faut savoir qu'en fait, on peut accoucher dans quasiment n'importe quelle position et qu'on n'a pas forcément besoin de se mettre dans la position qu'on a tous en tête gynécologique, c'est-à-dire coucher sur le dos avec les jambes repliées. Donc la position en soi, c'est pas forcément un obstacle. Il faut plus penser à effort physique et taille du bassin. Une petite question, Dr Firob, non? Je suis venu pour ça. Aime bien Je suis venu pour ça. Non, j'ai pas. Vous Non, j'avais rien qui m'a. Après, j'ai. Il y a Plus effectivement de un petit peu plus de césariennes pour ces deux raisons-là. En général, dans ces cas-là, elles sont anticipées. Et là, on peut faire plein de choses pour que la grossesse, que l'accouchement se passe quand même de manière très sympathique pour le couple. Déjà, quand c'est une césarienne programmée, le papa peut être présent. Il peut même couper le cordon, on peut mettre de la musique. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut organiser pour que ça reste un très bon moment pour le couple. Une question pour vous maintenant, docteur Firob. Préparez-vous. Mathilde, 29 ans de Paris, face à quelqu'un qui se blesse et qui saigne beaucoup. Comment gère-t-on une hémorragie? Quelles sont les zones qui saignent le plus? On gère une hémorragie en appuyant dessus. En fait, on fait un point de compression fort, longtemps. Et quand c'est une hémorragie très importante, ça suffit pas. En fait, on appuie dessus jusqu'au moment où on va aux urgences. Donc, on fait des points de compression, on fait des pansements compressifs et on amène la personne aux urgences pour que le nécessaire soit fait. Quelles sont les zones qui saignent le plus? Tout ce qui est près d'une artère saigne beaucoup. Le cuir chevelu saigne beaucoup, peut saigner vraiment beaucoup. Mais il faut appuyer. L'arcade sourcilière. L'arcade sourcilière aussi, ça saigne, mais ça s'arrête. Donc c'est pas voilà. Quand on regarde des rugbyman à la télé qui saignent après une plaie de l'arcade sourcilière, finalement ça finit par s'arrêter. Alors maintenant ça s'arrête plus sur le bord du terrain parce que ils n'ont plus le droit de jouer avec du sang sur eux. On les sort du terrain pour les suturer au bord et on les remet en jeu. Donc c'est différent. Mais l'idée, c'est d'appuyer dessus jusqu'au moment où le geste d'hémostase est fait. Mettre un garrot, c'est une bonne idée? Mettre un garrot, c'est pas une bonne idée. Il faut faire un point de compression. Donc un garrot, c'est de l'ischémie de membre pour les gens et on ne sait pas le délai avec lequel ils vont arriver aux urgences. Donc mettre un garrot, c'est pas une bonne idée. Il faut faire un point de compression. Un point de compression, c'est un pansement serré avec un endroit qui est plus appuyé que le reste. D'accord. Ou on peut appuyer manuellement qui saigne. Aussi. Si par exemple c'est le bras, on peut appuyer manuellement. Avec tout ce qu'on veut, oui, manuellement bien sûr. Et on poursuit maintenant avec une autre question pour vous, professeur Jean-Jacques Mourad. Serge, 55 ans de Saint-Étienne. On m'a prescrit des statines, mais j'hésite encore à les prendre car j'ai entendu dire qu'ils pouvaient donner des effets secondaires, comme le diabète notamment. Qu'en pensez-vous ? Alors, la statine ou les statines, on subit depuis 15 ans. L'histoire est un peu derrière nous, mais les traces sont encore là. Effectivement, ce qu'on a appelé, nous, un statine bashing. Il y a eu une campagne dans les années 2010 qui a été nourrie par des médecins, mais pas que, et puis qui a été reprise très largement sur Internet, sur des forums, et y compris par une émission de télé dédiée à cela qui a fait beaucoup de mal, et bien entendu des livres grand public, et est resté de tout ça une espèce de défiance des malades, mais également des interrogations des médecins qui baissaient les bras face à des malades qui arrivaient en disant « je ne veux pas en prendre, j'ai entendu à la télé un grand professeur le dire ». Qu'est-ce qui reste de tout ça quelques années après? On a une polémique qui est derrière nous parce que tout ce qui a été dit par ces personnes-là, pour certains radiés de l'ordre des médecins, est clairement faux et parfaitement prouvé. On a une classe thérapeutique qui a 30 ans de recul, qui a démontré tout ce qu'elle devait démontrer, bien plus que toute autre classe thérapeutique en termes de protection vis-à-vis des événements qui tuent. Et ce qu'on sait aussi, parce qu'en 2017, il y a eu des gens qui ont arrêté eux-mêmes leurs médicaments, leurs statines, on sait qu'il y a eu un surcroît de l'ordre de 20 à 30% de décès en plus dans l'année qui a suivi ces arrêts inopinés. Donc avoir une statine quand on en a besoin, c'est une vraie chance. Très récemment, il y a une actualité, pour revenir sur ce que dit votre téléspectateur, qui a été publiée dans la prestigieuse revue Lancet, qui a pris tout simplement les notices des statines, les notices qui ont été particulièrement scrutées par les malades. Figurez-vous qu'il y a dans ces notices 66
effets indésirables notifiés dans ces notices, qui peut questionner d'ailleurs sur leur pertinence. On a regardé dans la vraie vie, puisqu'on a tout ce recul, sur la réalité de ces effets indésirables notifiés aux patients. Figurez-vous que 62 de ces 66 effets indésirables notifiés dans la notice ne sont pas plus élevés quand on prend une statine que quand on prend rien du tout. Ah oui, c'est incroyable. Il n'en reste plus que 4. Parmi ces 4, il y a effectivement l'hymialgie qui existe, mais à des taux largement moindres que ce qu'on craint, moins de 8% des patients. Un peu plus de diabète pour les fortes doses de statine. Et puis 2-3 effets indésirables qui sont les élévations des enzymes hépatiques modérées. Donc qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Que pour votre patient, c'est très important de ne pas avoir peur a priori. Que si un effet secondaire apparaît, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas arrêter de soi-même une statine et en parler à son médecin, qui va faire l'imputabilité, c'est-à-dire chercher, voir si effectivement ce traitement est responsable de ce symptôme. Il peut faire des arrêts pour vérifier que le symptôme disparaît. Et puis surtout, réintroduire un médicament qui va faire baisser son cholestérol, soit une autre statine, soit des statines séquencées. On peut introduire 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine. Et puis très récemment, on a des alternatives aux statines par la bouche qui marchent un peu moins bien, mais qui permettent quand même de réduire le cholestérol à un taux significatif. Donc surtout, n'arrêtez pas de vous-même. Ayez confiance dans ces molécules qui sont vraiment protectrices et oubliez tout ce qui est raconté sur les forums. Plus de raison d'avoir peur des statines. C'est un message important. Et donc on donne des statines que si on a besoin, on n'a pas de prévention primaire à prendre une statine dans toute la population. Non, la nuance de « je prends une statine si on en a besoin », c'est en fait associé à un risque individuel qui n'est pas uniquement lié à votre taux de cholestérol, mais à votre environnement. Votre environnement, c'est l'âge que vous avez, si vous avez d'autres facteurs de risque, comme le tabagisme, le diabète. Et donc, ce risque-là va être associé à une ambition, je ne parle pas d'objectif, mais une ambition que vous ayez un cholestérol le plus bas possible. Et c'est ça qui va décider si vous méritez votre statine ou pas. Mais si on va plus loin, on pourrait dire effectivement que votre cholestérol, plus il est bas, et plus vous vous porterez longtemps vivant en bonne santé. D'accord. Et donc on commence à quel âge ? On estime en tout cas que les calculateurs de risque, si on exclut les formes génétiques d'hypercholestérolémie qui existent, qui sont dramatiques, les hypercholestérolémies familiales homozygotes, il y a des gamins, des gamins, moi j'appelle gamin quelqu'un entre 20 et 30 ans qui peuvent faire des infarctus parce qu'ils naissent avec des taux majeurs et massifs de cholestérol. On estime qu'on commence à se questionner autour du cholestérol à partir de 40 ans, en l'absence d'histoire familiale de décès prématuré. Allez, une autre question maintenant. Fanny, 43 ans, Besançon. J'ai 4 enfants, je suis enceinte du 5e. J'aimerais ne pas rester hospitalisée après l'accouchement. Est-il possible de sortir le jour même ? C'est une très très bonne question. C'est un nouveau parcours de soins qu'on appelle l'accouchement ambulatoire, qui est proposé depuis quelques années dans très peu de maternités en France, mais qui pourrait être une excellente alternative aux accouchements à domicile. En particulier pour notre spectatrice là, qui a déjà eu plusieurs enfants et qui donc a un risque un peu plus élevé qu'une femme qu'on prendrait au hasard dans la rue, d'avoir une hémorragie au moment de l'accouchement. Ce serait une très mauvaise idée pour elle d'accoucher chez elle. En revanche, accoucher en milieu hyper sécurisé à l'hôpital, une fois qu'on a vérifié que tout se passe bien, il n'y aurait a priori aucune contre-indication à ce qu'elle rentre chez elle dans les 12 heures suivant l'accouchement. Donc oui, ça existe, c'est réservé à des patientes qui ont ce projet, qui en parlent pendant la grossesse, et ce qui nous permet de tout organiser pour le retour à la maison, que tout soit bien carré, qu'il n'y ait pas de prise de risque. Et oui, c'est potentiellement une voie qui pourrait intéresser beaucoup de patientes, totalement. Effectivement. Vous avez eu 5 enfants, docteur Firob. Non, je n'ose même pas imaginer le retour à la maison avec 4 enfants déjà. La pauvre femme qui s'est fait centre elle, comme vous avez dit, et qui est complètement crevée en fait. Elle retourne à la maison en se disant « Je vais essayer de m'occuper des 4 autres parce que de toute façon mon mari, voilà, je suis obligé de rentrer en fait. » Alors c'est pour ça qu'il y a un congé paternité. C'est pour ça qu'il y a un congé paternité. Et comme je disais, ça s'anticipe. C'est-à-dire que ça s'anticipe pas seulement avec des professionnels de santé, mais également avec de la famille, des amis. Enfin, il faut qu'il y ait un relais. Il faut que ce soit un projet de la famille. Ça n'est clairement pas
destiné à tout le monde et ça n'est évidemment que sur la base du volontariat. Oui, bien sûr, bien sûr. On va parler d'électrocution maintenant. Chaque année en France, 40% des victimes sont des enfants de moins de 9 ans. Comment réagir quand on est témoin d'une situation comme ça? J'imagine, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, ça doit être absolument traumatisant. Vous avez déjà eu aux urgences des gens qui sont arrivés comme ça pour électrocution? Pour électrocution ou électrisation, oui. Alors comment on réagit à la maison quand son enfant met les doigts dans la prise et j'espère qu'il y a de moins en moins de prises non sécurisées dans les appartements parce que c'est les prises non sécurisées qui font que les enfants vont essayer d'aller mettre le jouet, ce qu'on veut à l'intérieur parce que c'est tellement plus rigolo d'aller faire un truc que papa et maman interdit. Comment on réagit? Déjà, il y a peu d'accidents graves dans une prise de courant standard. Il faut retirer l'enfant de la prise avec un isolant, il ne faut surtout pas le prendre à main nue et puis l'emmener aux urgences. Mais les électrocutions graves, elles sont plus professionnelles, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont aller bricoler des tableaux électriques, des électriciens, on en passe, qui vont bricoler des tableaux électriques et qui se prennent des courants électriques qui sont de beaucoup plus gros voltage. Et oui, on a ça aux urgences et c'est plutôt très dangereux, oui, c'est plutôt très dangereux. Donc ça donne, le risque, c'est un peu le même risque qu'un infarctus en fait, c'est traverser le cœur par un courant électrique, ça peut tuer ou ça peut donner des nécroses cardiaques, on n'aime pas. Je pense que mon papa qui regarde l'émission est très attentif. Il a un peu tendance à bricoler, justement, à faire un peu d'électricité. Donc tout ça, c'est terminé. Il faut être prudent. On a plein de questions pour vous. Je ne sais plus où donner de la tête. Alors une question pour vous, professeur Jean-Jacques Mourad, toujours autour de l'hypertension. Hein. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur ce sujet qui concerne, on le rappelle, un Français sur 3. J'ai de l'hypertension, j'ai donc pris rendez-vous avec un spécialiste. Comment se déroule ce type de consultation ? Alors, il faut rappeler que l'hypertension, c'est d'abord une spécialité de médecin généraliste. C'est le premier motif de recours aux soins en médecine générale. Et aujourd'hui, par exemple, on peut estimer qu'il y a eu 300 000 consultations en France dédiées à l'hypertension artérielle, essentiellement en médecine générale. Qui est le spécialiste de l'hypertension? Ce n'est pas une spécialité, c'est une compétence. Donc elle est dispersée, essentiellement en cardiologie, c'est vrai, mais vous trouverez des néphrologues, des neurologues, des internistes qui peuvent être compétents pour régler des problèmes que ne règle pas le généraliste. En médecine générale, l'hypertension artérielle, la consultation dure 16 minutes en moyenne en médecine générale en France, il faut le savoir, et donc on ne va pas tout faire. Ce qu'il faut bien ancrer quand on est hypertendu et qu'on vient voir un médecin pour l'hypertension, c'est qu'il va falloir se déshabituer à l'idée qu'il faut que le médecin mesure la pression artérielle au cabinet. Ça ne sert pas à grand-chose, à condition que vous arriviez avec des chiffres de qualité faits à la maison, parce que ces valeurs reflètent mieux votre niveau tensionnel que tout ce qu'on peut mesurer, nous, au cabinet. Et donc c'est la fameuse règle des 3, c'est ça ? Par exemple, effectivement, ce protocole d'automesure qui consiste à ne pas se mesurer la pression artérielle tous les jours, à n'importe quelle heure, quand j'ai mal, quand je me sens pas bien, quand mon compagnon m'énerve ou fait une blague de mauvais goût, mais mesurer correctement quand on se sent bien. Là encore, je vous renvoie au site Amélie qui a rappelé ses relevés d'automesure et propose des feuilles dédiées à ça. Deuxième étape, c'est, me semble-t-il, de parler du reste, c'est-à-dire de vérifier que cette hypertension n'est pas isolée, mais qu'elle est associée éventuellement à d'autres facteurs de risque comme votre cholestérol, votre diabète, votre tabagisme, votre sédentarité, votre poids, et de parler de tout cela qui va impacter, bien entendu, cette hypertension. La troisième chose la plus importante, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est de donner un sens à la prise de ce traitement à vie, qui est un traitement pour la vie. Et en fait, comprendre que ces médicaments ne sont pas là pour faire baisser des chiffres, pour faire plaisir au docteur ou à la Big Pharma, mais c'est des médicaments, authentiquement des traitements anti-âge. Et aujourd'hui, c'est des traitements qui permettent de grandir en autonomie et en bonne santé, pas comme nos aînés qui n'avaient pas la chance d'avoir ces traitements à leur époque. Et puis enfin, cette consultation doit finir par une réflexion sur l'ordonnance. D'abord, une réponse à vos interrogations. Ne gardez pas des questions pour vous, posez-les. Vous avez le droit de vous questionner sur pourquoi je prends un traitement alors que je me plains de rien. Et puis enfin, aujourd'hui, on a les moyens de simplifier l'ordonnance et les recommandations disent, les médecins ne le font pas toujours, qu'un traitement antihypertenseur
ça doit être pas plus de 2 comprimés au total par jour, parce que ces hypertendus vont avoir d'autres maladies à soigner, et donc plus de comprimés, c'est moins d'adhésion thérapeutique. Docteur Firobe, vous êtes sans voix. Ah, moi, bravo. Est-ce que vous avez pris votre tension récemment, d'ailleurs, docteur Firobe? C'est vrai, on a l'impression que... Je suis obligé de reconnaître que non. Si à la maison, il me semble que j'ai un tensiomètre quelque part et que vous jouez au docteur avec vous-même ma de temps en compagne temps me force. Et que vous n'avez pas sorti depuis un match. Ce soir. Ma compagne me force de temps en temps, mais effectivement, c'est jamais dans le bon moment parce que c'est toujours à un moment donné où on se sent pas bien, où on est machin. Voilà, c'est vrai. Oui, il se trouve des excuses. C'est pas de l'automesure. Le seul intérêt de mesurer sa tension quand on ne se sent pas bien, c'est de vérifier qu'elle ne soit pas trop basse. Bah ouais. Parce que tout ce qui fait que vous n'êtes pas bien doit contribuer à élever la pression artérielle. Aux urgences, vous allez en premier vers le malade qui a une pression basse plutôt que les patients qui ont une pression élevée, puisque par essence, tous les malades aux urgences ont une pression élevée. Et vous, docteur Louis Sylvestre, vous prenez votre tension de temps en temps? Jamais, mais je sens que ça va être mon prochain cadeau d'anniversaire. Ben voilà, parfait. Non, mais vous savez que le dépistage est plus fréquent chez les femmes qui sont moins ignorantes de leur statut tensionnel grâce aux gynécologues, puisque le circuit de gynécologie fait que des femmes en bonne santé voient, en particulier pour la contraception, et que la mesure de la pression artérielle fait partie classiquement de l'examen avant une prescription d'une pilule, par exemple. Une question pour vous justement, Clara, 27 ans de Montpellier. Est-on forcément obligé de rester immobile quand on a une péridurale avant l'accouchement? Ah, pas du tout. Ça s'appelle d'ailleurs la péridurale déambulatoire. Ça consiste à utiliser des produits d'anesthésie à petite dose, de manière à supprimer la douleur, mais à ne pas avoir d'effet sur les capacités motrices. L'intérêt d'avoir cette péridurale déambulatoire, c'est de pouvoir changer la position du bassin, c'est de pouvoir déambuler, se promener, ne pas rester allongé sur son lit à regarder le plafond. Ouais. Ça n'est pas parce qu'on pose une péridurale déambulatoire qu'on est obligé de déambuler. Il y a des patientes qui ont la possibilité donc d'avoir cette péridurale déambulatoire, mais qui, trop fatiguées par le travail, décident de rester couchées, et c'est tout à fait légitime. Ça n'est pas du tout un problème. Plus de souplesse, exactement, plus flexible. Exactement. Donc beaucoup de maternités sont maintenant équipées. Alors pourquoi je dis équipées? C'est parce que on a quand même une nécessité de surveiller le rythme cardiaque du petit. Et donc il faut pouvoir ne pas être tributaire des fils électriques qui permettent cette surveillance. Donc il faut du matériel en Wi-Fi qui permettent de contrôler le rythme en même temps que la patiente déambule. Super intéressant. Vous connaissiez cette nouvelle technique? À la cafétéria de l'hôpital, on les retrouve en plein travail. On pourrait presque imaginer ça. Oui, on pourrait presque. Et une dernière question pour finir cette émission, avant de retrouver notre nouvelle rubrique Sans la blouse. Une question pour vous, docteur Firobe. Clémence, 48 ans, de Roubaix. Ma mère de 76 ans boit très peu. Est-ce qu'elle risque déjà de se déshydrater? Comment reconnaître la déshydratation? Et puis est-ce qu'on risque évidemment d'avoir d'autres maladies? Comment reconnaître sa mère de 76 ans, elle est déjà suffisamment fatiguée pour s'inquiéter de son hydratation. Je ne sais pas quels sont les antécédents de ma... Plus on est âgé, moins on a la sensation de soif, et c'est comme ça qu'on se déshydrate. Moins on a la sensation de soif, et moins on boit, mais est-ce qu'elle a des raisons d'être inquiète pour sa maman de 76 ans? J'en sais rien. Comment on reconnaît la déshydratation chez un patient? En général, il a la bouche sèche, il a la peau qui est un peu plus flétrie, qui est un peu plus plissée. On prend la peau et on dit il y a un pli cutané. Je le fais là parce qu'en général, aux urgences, on le fait là. D'accord. On peut le faire partout, en fait, à peu près. Ouais, non, il y a des... Non, pas partout. Là où on est dodu, moins, c'est pas la peine, c'est ça? D'accord. Voilà. Mais oui, il y a un pli cutané, la bouche est sèche, et puis effectivement la sensation de soif n'est pas toujours là. Donc c'est des petits signes comme ça, cliniques, qu'on apprécie. Après, est-ce que sa fille va pouvoir l'apprécier comme ça chez sa maman? Je ne sais pas. Maintenant, dire à sa maman de boire systématiquement 1,5 litre d'eau par jour sans y réfléchir, en remplissant un verre toutes les heures, ça serait bien. Et l'autre question rapide, qu'est-ce qu'on risque si on ne boit pas suffisamment? Colique néphrétique?
Non, enfin si, un petit peu, mais oui, il y a des gens qui font des coliques néphrétiques parce qu'ils ne boivent pas assez, mais c'est quand même pas toute la population qui fait des coliques néphrétiques parce qu'ils ne boivent pas. On risque des malaises, on risque... Des migraines, ça peut arriver. On peut avoir mal à la tête, certaines personnes ont mal à la tête. C'est un mal-être général et ça peut s'exprimer de plein de façons différentes. C'est voilà. tout ? C'est tout. Ça se terminer comme ça. Ça va se terminer comme ça. Vous nous laissez sur notre fin un petit peu. On reviendra sur le sujet un petit peu plus tard, mais après, si je fais 10 minutes sur l'alimentation, vous allez me faire des signes. Restons-en là. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc pour les prochaines fois, ma question @lasantésurtout.com. Et le moment est venu maintenant de retrouver notre nouvelle rubrique Sans la blouse. C'est parti. Comment sont nos spécialistes, nos médecins sans la blouse ? On a envie de vous poser plein de questions. Comme on est un peu pris par le temps, vous n'aurez que 2 questions aujourd'hui. Estimez-vous heureux parce que la liste est très longue. Première question. Quelles sont les questions, justement, qui vous sont fréquemment posées quand vous dites que vous êtes médecin et surtout quand vous annoncez votre spécialité en dehors du travail ? Bien sûr, vous êtes à un dîner, vous êtes à un événement, on vous demande votre métier. Déjà, est-ce que vous essayez de tricher ? Est-ce que vous essayez de ne pas dire votre métier, de ne pas arriver à ce moment de la discussion ? Un petit peu, oui. Oui. Moi, comme je suis chirurgien, si je dis que je suis chirurgien, ça jette un froid. Ah oui. Et puis après, si jamais je dis que je suis gynécologue, tout le monde me raconte son accouchement. Donc j'essaye d'en dire le moins possible. Ok. Est-ce que on vous dit, mais la médecine interne, mais qu'est-ce que c'est ? Ou est-ce qu'on vous dit interniste ? Mais pourtant, vous êtes un peu âgé pour être interne. Non, on ne l'a jamais faite encore celle-là, mais ça va arriver. Merci Jessica. Non, c'est vrai qu'il y a quelques questionnements autour de cet intitulé un peu particulier de la médecine interne. Alors, on n'avait pas de réponse jusqu'à il y a 20 ans, et puis il y a eu la série Dr House qui est arrivée. Et maintenant, on a dit, on est Dr House, c'est passé. C'est comme les lettres de noblesse pour les urgentistes avec la série de Georges Clooney, et donc ça simplifie le débat. Après, généralement, on verse dans quelque chose qui est une vraie réalité aujourd'hui, c'est que c'est bien d'avoir dans son réseau une connaissance médicale qui permet un coup de fil, parce que dans une période, c'est comme avoir un bon garagiste, réparateur, et ça devient une denrée tellement rare que les gens sont plutôt captifs d'avoir votre 06 ou votre adresse mail pour s'ancrer s'ils estiment que vous êtes d'un bon recours. Donc on vous connaît à peine, on vous demande déjà votre 06. C'est vrai. Et vous, docteur Sirov ? Alors vous, docteur Sirov, il paraît que vous avez un peu trop tendance à donner votre 06. Hein. Alors moi, je ne donne pas mon 06, surtout pas. Je le donne une fois de temps en temps, quand c'est un cas particulier, mais en société, j'évite de dire en fait. Vous dites pas que vous êtes médecin urgentiste ? Je ne dis pas que je suis médecin urgentiste, parce que médecin urgentiste, c'est la porte d'entrée de l'hôpital, et tout la moindre petite micro-catastrophe, on appelle le médecin urgentiste pour savoir si c'est... Non, je ne le dis pas. Ça arrive assez souvent quand même si vous essayez de le cacher. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui veut sauver la Terre entière, donc ça m'arrive plus maintenant. Très bien. Autre question. Y a-t-il des idées reçues sur votre profession que vous aimeriez corriger ? Ça, c'est une bonne question. Je n'étais pas au courant de cette question surprise. C'est le concept de Sans la blouse. Des idées reçues sur ma profession ? Qu'est-ce qu'il y a comme idées reçues sur les urgences ? Vous, les autres, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme idée reçue ? On va éviter les clichés classiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une idée reçue générationnelle qui est assez marrante, qui, nous, en tout cas, nos plus jeunes, ou nos futurs collègues, ou ceux qui vont nous soigner, ont l'impression qu'on a, nous, fait une médecine qui était un sacerdoce, où on a donné toute notre vie à la médecine et qu'on n'en était pas heureux. Et donc souvent la réflexion c'est mais nous on a une autre vie en dehors de notre métier. Je peux leur dire aujourd'hui que j'ai l'impression d'être en vacances depuis 30 ans, que venir au travail c'est un vrai plaisir, et qu'on a un luxe de faire un métier qu'on a plutôt choisi et qui est très différent, en tout cas dans mon exercice tous les jours, et qui reste passionnant et qui n'est pas une contrainte, parce qu'on entend, et c'est vrai que ça doit exister, les burn-out, les choses comme ça, et je crois qu'il faut encourager les plus jeunes à continuer à avoir envie de faire médecine, parce que c'est un métier, un diplôme qui ouvre un tel champ d'exercice et qui peut évoluer au cours du temps, et qui n'est... Voilà, l'idée reçue du métier sacerdoce, ça
C'est une vraie fausse idée. Vous bossez un peu tout le temps. Mais j'ai pas l'impression de bosser. Vous n'avez pas l'impression de travailler, en fait. Ouais, c'est ça, quand on est vraiment passionné. Ouais. Je pense qu'il y a des métiers bien plus contraignants que le nôtre. Moi non plus, j'ai pas l'impression de travailler. J'y vais toujours avec le même plaisir. Et pourtant, je suis à la retraite depuis 1 an. Mais j'y vais toujours avec le même plaisir. Vous lâchez pas le morceau. Rien. Et c'est toujours la même envie, en fait. C'est exactement la même chose. Et après, je pense que le changement d'attitude, il vient des compagnes et des compagnons des médecins qui disent bah ouais mais t'es jamais à la maison en fait, t'es jamais là et moi j'ai envie d'avoir un mari ou j'ai envie d'avoir une femme qui est là. Donc ouais effectivement la mentalité a beaucoup changé et moi effectivement j'ai passé des nuits et des jours et dans les hôpitaux, j'ai sans doute beaucoup manqué à donc être à femme ma famille. d'urgentiste, c'est pas le bon plan quoi. Je sais pas. Je sais pas vous dire, c'est bah c'est vrai que vous faites beaucoup de gardes, beaucoup de nuits, beaucoup de week-ends. J'en fais plus, j'ai fini. Et vous, docteur Louis Sylvestre, est-ce qu'il y a des idées reçues sur le fait d'être une femme, gynéco, chirurgien Alors, femme gynéco, ça n'est pas un problème. Enfin, dans la chirurgie, il vaut mieux, si on est une femme, être chirurgien gynécologue probablement que chirurgien orthopédiste peut-être. C'est peut-être plus dur. Voilà, urologue, oui, ça peut passer peut-être moins bien. Toute mon équipe d'urologie est féminine, moi. Je peux vous dire qu'elles ont des anecdotes. Hein. Et de toute façon, maintenant, la plupart des médecins qui sont en cours de formation sont des femmes. Hein. Il faut savoir qu'en école, en université de médecine, actuellement, il y a plus de 80% de filles. Voilà, donc c'est une profession qui est en train de se féminiser, donc ça va de moins en moins devenir un problème. Le problème est peut-être plus être parent et médecin en même temps. Voilà, peut-être un peu plus. On a quand même des métiers où c'est parce qu'on fait beaucoup qu'on reste bon, enfin qu'on devient bon et qu'on reste bon. Donc il faut qu'on aligne un certain nombre d'heures de travail, je pense. Bravo à vous trois en tout cas. Vous avez été parfait pour ce premier épisode de Sans la blouse. Alors sans la blouse, moi je suis en pyjama. Hein. Ne commencez pas à vouloir penser que sans la blouse il se passe. Voilà, sans la blouse, je suis en pyjama blanc. Avec du rose, oui, tout à fait. Du rose, avec des chausses en rose et un stéthoscope rose. Voilà, comme ça tout le monde sait tout. Ça vaut le détour. Parfait. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, professeur Jean-Jacques Mourad. Je le rappelle, chef de service de médecine interne à l'hôpital franco-britannique à Levallois-Perret, docteur Christine Louis Sylvestre, gynécologue et responsable du pôle mère-enfant à l'Institut Montsouris à Paris, et vous, docteur Thierry Firobe, médecin urgentiste à l'hôpital Foch. Merci à vous, Jessica. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr continuer de nous envoyer vos questions à maquestion@lasantésurtout.com. À bientôt et n'oubliez pas, la santé surtout.